Bonjour, merci à Guillaume Faury d'avoir fait l'introduction de notre plateau Fil Rouge. La vulnérabilité post-crise des fournisseurs de l'aérostructure, voilà, que faire? J'ai réuni Bernard Birchler, qui est senior partner chez Ben et compagnie, voilà, et Thierry Quillet, qui est délégué général adjoint au GIFAS. Je vais me tourner vers Thierry Quillet, voilà, pour aller plus loin dans les indices que nous a donné le président du GIFAS, Guillaume Faury. La crise de la Covid a mis en évidence la fragilité de nombre d'ETI et de PME, des ETI et des PME indispensables au bon fonctionnement de l'aérostructure. Il y a un cas qui est connu aujourd'hui, s'il est aux États-Unis, c'est le cas de Spirit. Et on voit que les grands groupes comme Boeing et Airbus se sont résolus à soutenir. Est-ce que le cas de Spirit est possible en Europe et en France? Thierry. Prêt? 1, 2, 3, oui. Merci pour cette question qui lancera le débat. Donc, la main gauche. Impossible ou possible, bon, je suis pas prévisionniste de ce point de vue. Néanmoins, il y a des points de fragilité similaires qu'on peut retrouver dans la filière, sachant que après le Covid, au GIFAS, nous avons mis en place un observatoire des risques de défaillance dans la filière, et nous avons régulièrement fait des enquêtes, des études avec la Banque de France par segment d'activité, ce qui nous a permis d'identifier des points de fragilité précis, notamment dans le secteur aérostructure. Donc le point de similarité, il est là déjà dans un premier lieu, avec notamment des niveaux de rentabilité des d'EBITDA, de marge qui étaient plus faibles, et des besoins de soutien en capital, des besoins de soutien en trésorerie, notamment pour poursuivre les montées en cadence, ce qui génère des besoins en BFR. Et nous avons effectivement fait un certain nombre de simulations compte tenu des ramp-up, pour voir quels seraient les besoins en termes de financement, et c'est un besoin de plusieurs centaines de millions d'euros, sur un certain nombre de secteurs, d'acteurs de l'aérostructure et de la mécanique. Nous avons en place également un suivi des sociétés fragiles sur 400-500 entreprises. On en suit 210 qui sont très impactantes pour la filière. Et donc on en a une petite cinquantaine, 45 qui sont identifiés comme fragiles, et une quinzaine qui sont identifiées comme très fragiles et à risque de défaillance, dont certaines ont été déjà malheureusement placées en redressement judiciaire, donc qui sont des PME dans le secteur de la mécanique très souvent, en build to print, le plus souvent également, donc, et avec des niveaux de marge trop faibles pour effectivement se permettre l'ensemble de l'autofinancement et du BFR et des investissements qui sont nécessaires pour la montée en cadence, et des recrutements associés pour le BFR également. Bernard, Ben, vous avez fait une étude, cette fois-ci à l'échelle européenne, qui pointe des problèmes de fragilité structurelle. Est-ce que vous pouvez en parler? Est-ce que les résultats sont concordants avec ce que vient d'évoquer Thierry? Merci Max. Oui, nous avons réalisé une étude à l'échelle européenne sur l'intégralité de la filière. On a, à l'image de ce qu'a fait le GIFAS, screené un certain nombre d'entreprises. On a en plus engagé des discussions avec plus d'une vingtaine de dirigeants d'ETI ou de PME. Et on a des résultats très concordants. Quelle est la situation de cette filière? Donc, suite au Covid, on s'est rendu compte d'une dégradation importante de la profitabilité des acteurs sur une filière qui pèse en termes de revenus ou de chiffre d'affaires plus de 9 milliards en Europe. On considère qu'il manque structurellement 500 millions d'euros par an de rentabilité dans cette filière pour faire en sorte que cette filière soit capable, comme le disait Guillaume Faury, d'évoluer, d'innover, d'être plus performante et d'être attractive pour des financements externes. Et ça, c'est dû à différents facteurs qu'on étudiera après. Le deuxième grand chiffre qu'il faut retenir, c'est le chiffre qu'évoquait Thierry. On considère que l'ordre de grandeur des besoins de financement pour financer le ramp-up est de l'ordre de 5 milliards d'euros
entre aujourd'hui et la fin du ramp-up pour financer et les programmes d'avions commerciaux et les programmes militaires. Je vais me retourner vers Thierry, et donc le GIFAS. Dans votre analyse, quelles sont les raisons principales qui expliquent cette situation de fragilité? Je pense que ça va entrer en résonance avec ce que vient de dire Bernard, mais on a des filières qui sont structurellement très endettées, elles ont des gros besoins de capitaux, avec des niveaux de marge trop faibles, les contraintes RSE, les cyber, les menaces cyber, les charges supplémentaires, un EBITDA à 5%, comment on peut durablement s'en sortir? Parce que ce qui est clair, c'est que si un maillon de la chaîne fait défaut, c'est le résultat final qui est mis en péril. Alors, je confirme effectivement quand un maillon intermédiaire fait défaut et même une petite entreprise, on a eu quelques défaillances début d'année 2024 et ça a créé énormément de tensions dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est un des points d'attention particuliers que l'on a pour éviter que ça n'arrive, notamment avec des plus gros acteurs. Alors, donc, pour répondre à la question sur les points communs de vulnérabilité, alors on le voit très en amont, même avant le Covid. Dans la supply chain, il y a un certain nombre d'acteurs, plutôt dans les acteurs en build to print, donc de l'aérostructure et de la mécanique, donc des sociétés petites, moyennes ou grosses. Donc on n'est pas uniquement, ce n'est pas une question de taille uniquement, avec des sociétés qui ont des niveaux d'EBITDA effectivement à 5%, et ça c'est insuffisant pour financer et le BFR dans un niveau de montée en cadence extrêmement élevé que l'on connaît sur la décennie, et pour financer de l'innovation, on en a parlé tout à l'heure, pour monter en gamme, pour financer de la cybersécurité, du verdissement, et également un besoin de monter en gamme en termes de maturité, en termes d'excellence opérationnelle. On a une situation qui est assez hétérogène, ça a été un des points que l'on a observé quand on a vraiment fait de l'analyse beaucoup plus précise, et on a besoin effectivement de remonter ces niveaux de performance opérationnelle, notamment pour faire du cascading de la demande de façon efficace et fluide, et qui contribue aussi donc derrière à mettre en place des systèmes pour monter en excellence opérationnelle et en compétitivité, parce que comment dire, le Covid a quand même coûté 12-15 points de compétitivité pour la plupart des acteurs de la filière. Donc il y a un besoin d'investissement supplémentaire, en plus des besoins de trésorerie, donc pour compenser les pertes de compétitivité. Il y a un besoin d'investissement qui arrive pour les montées en capacité 2025-2026, et aujourd'hui on se rend compte que ça pose un problème de financement. Problème de financement pour ceux qui ont un niveau d'endettement élevé, qui ont des PGE remboursés, donc ça a été effectivement la couche supplémentaire, c'est normal, hein. Il y a eu pas mal de prêts qui ont été opérés, donc garantis par l'État. Il faut les rembourser, et donc ça crée effectivement une tension supplémentaire sur les trésoreries. Donc nous sommes intervenus auprès des services de l'État, nous sommes intervenus également pour essayer d'avoir un maximum de bienveillance sur un certain nombre de reports de paiement de charges, sur la possibilité de reporter les remboursements de PGE, ce qui est un problème européen, et donc ça n'a pas été possible. Donc on se rend compte aujourd'hui effectivement que cette tension elle est là, il faut faire avec des besoins supplémentaires de montée en gamme sur l'ensemble de la filière. Voilà. Et un dernier point, dans le diagnostic, pour répondre complètement à la question, la filière est quand même assez fragmentée, et on se rend compte que pour faire face à l'ensemble de ces enjeux, donc de compétitivité, de digitalisation, de cyber, etc., il y a quand même des besoins d'investissement supplémentaires, et ça, alors que ce soit du CAPEX ou du hardware ou bien des ressources, ça nécessite d'avoir une taille critique également,
et on a une filière qui est quand même très fragmentée. Donc il y a un certain nombre de réflexions qui sont engagées et qui ont eu lieu. Depuis 2020, il y a eu une centaine d'opérations de soutien en capital et de soutien en consolidation. Donc ça, c'est une démarche qui est clé pour la filière française à poursuivre de façon à ce qu'elle puisse être plus robuste et résiliente pour l'ensemble des enjeux qui ont été cités en début de matinée et puis pour faire face aux montées en cadence. Bernard, votre étude, est-ce qu'elle dégage des propositions? Parce qu'on commence à bien voir le problème de financement. Le problème, c'est pas l'activité, si je résume bien, c'est l'activité rentable. Et donc ça, c'est le sujet clé. Est-ce qu'il y a des propositions dans votre étude? Avant de basculer sur les propositions, je voudrais revenir sur un certain nombre de points évoqués par Thierry pour que chacun puisse rendre compte de l'état réel de la situation de certains acteurs et du coup pour être à la hauteur des plans d'action. D'où vient cette chute de profitabilité? Dans cette filière, la filière a démarré avant le Covid avec une profitabilité relativement faible. Le Covid est arrivé, qui a dégradé la structure de financement, mais par ailleurs qui a dégradé d'autres éléments. Il y a eu des pertes de compétences importantes. Durant le Covid, on a grosso modo, il y a une quinzaine de pourcents des personnels des entreprises de la filière qui sont partis, une quinzaine de pourcents qui sont revenus, qui ont été réembauchés, mais pas avec le même niveau de compétence. On est dans une filière dans laquelle, je veux dire, l'humain est extrêmement important pour maîtriser la qualité des produits. Et donc on a une dégradation de la performance du fait que les nouveaux qui sont arrivés avaient peu d'expérience de l'aérostructure, et donc on a une dégradation d'environ 10% de la productivité industrielle de chacun de ces acteurs. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui sont des perturbations dans leurs opérations, dans leur chaîne d'approvisionnement, qui viennent d'une instabilité de la demande pendant les 2 dernières années des grands donneurs d'ordre, qui viennent de l'instabilité, de pénurie de matières, de problèmes d'approvisionnement auprès des fournisseurs de niveau 3, de niveau 4, français ou étrangers, ou coréens ou chinois, qui ont perturbé. On a visité un certain nombre de sites industriels où on voit des sites quasiment arrêtés, avec des lignes arrêtées, qui pèsent obligatoirement sur la productivité, et des organisations qui perdent, on va dire, les basiques de production, qui sont à chasser des pièces, à courir après des fournisseurs pour récupérer de la matière, pour être capable de les mettre en œuvre, et qui a conduit à une dégradation de leur performance opérationnelle et à leur perte de repères. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on en a beaucoup parlé avec Thierry, il y a les aérostructures ont subi une inflation à 2 chiffres ces 3 dernières années. Inflation à 2 chiffres par l'énergie, puisque c'est énergivore, qui a augmenté de 40% en Europe. Les matières premières qui ont explosé. On a parlé d'Aubert et Duval qui était sauvé, mais Aubert et Duval a dû augmenter ses prix, comme tous les fournisseurs de métaux. Et un certain nombre de fournisseurs de rang 2 ou 3 qui, profitant de l'aubaine à la fin de leur contrat, ont augmenté massivement. En face de ça, donc ça veut dire que pour un certain nombre d'acteurs de l'aérostructure, leur structure de coût a augmenté, de même que leur salaire, compris entre 15 et 20% s'ils étaient dans des pays low cost. Leur structure de coût a augmenté entre 10 et 20%. Et les formules de prix qui sont mises en place avec leurs grands donneurs d'ordre ne permettent de transférer en termes de prix que 4 à 5%. Donc ils ont 10% de dégradation de leur marge opérationnelle qui vient directement de ces facteurs. Donc si on additionne ces différents éléments, on voit l'ampleur des difficultés que certains acteurs de l'aérostructure ont à gérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Donc les grands donneurs d'ordre ont engagé des actions pour soutenir, aider au financement des différents acteurs en difficulté, au financement du ramp-up ou au financement de situations qui sont difficiles. Cette action, elle doit continuer. Mais ça ne sera pas suffisant pour bâtir, parce que l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est de bâtir une filière durable qui va permettre de tenir sur les 20 prochaines années et de soutenir les prochains développements nécessaires dans l'aviation commerciale et dans le militaire. Et donc il va falloir quoi? Il y a pour un certain nombre d'acteurs, il va falloir répartir de manière plus juste les impacts de l'inflation. Ça, c'est un deuxième élément. Donc, il y a
des actions engagées au niveau du GIFAS et directement entre chaque donneur d'ordre et un certain nombre de grands acteurs et de petits acteurs de l'aérostructure, des actions afin de bien évaluer quelle est l'inflation qu'ils ont subie et comment la gérer. Au-delà de ça, Thierry l'a déjà évoqué, il va falloir que les donneurs d'ordre définissent et communiquent leur vision à 5, 10 et 15 ans de comment la filière doit évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quel process, quelle technologie doit-on conserver et renforcer en France? Qu'est-ce qui, naturellement, doit se retrouver dans un pays low cost? Quel bout de la chaîne de valeur ajoutée? Quelles pièces élémentaires doivent plutôt être localisées dans des pays qui sont soit en Afrique du Nord, soit en Bulgarie, soit en Inde, pour ne citer que cela. Elle doit aussi définir quelle est la taille critique minimum par rapport à tous les enjeux que vous évaluez, le cyber, les augmentations des exigences qualité, les augmentations des exigences en matière de maîtrise des flux et de transmission d'informations. Qu'est-ce que c'est que la taille critique par process qu'on attend? Quelle est la taille d'un acteur de référence à horizon de 5 ou 10 ans? Et inscrire la filière, peut-être à travers une forme de Grenelle de l'aérostructure, inscrire la filière dans un plan de transition vers la cible telle qu'ils l'auront définie. Ça, c'est le volet côté donneur d'ordre. Côté équipementier, côté filière, Thierry l'évoquait, chaque acteur se doit de se transformer. Se transformer en termes de consolidation, séparation potentiellement des activités, identification des activités qui doivent être renforcées et activités qui, quelque part, ne doivent plus exister à moyen terme dans le portefeuille. Transformation en termes de retrouver les basiques de l'excellence de production, retrouver l'exigence nécessaire à certains endroits pour faire en sorte que chaque acteur soit l'acteur de demain dont la filière a besoin. Merci Bernard. Le Grenelle de la filière, est-ce que ça peut être quelque chose que pourra envisager le GIFAS pour éviter une réaction en chaîne ? Pourquoi pas, l'idée là. Cela dit, la filière est avant tout quand même composée de chefs d'entreprise et de très entreprises. Donc la stratégie, elle doit être d'abord définie par l'entreprise elle-même pour s'adapter. Les attentes en termes de transformation, elles sont très clairement identifiées. Bon, ce n'est pas nécessairement le donneur d'ordre qui va penser la stratégie de l'ensemble de sa supply chain d'approvisionnement à la place des dirigeants. Donc et là, je tiens à souligner qu'effectivement, c'est d'abord l'initiative propre des dirigeants et nous, notre rôle, c'est d'accompagner cette transformation, de les aider à prendre conscience de cette nécessité de se transformer, à faire prendre connaissance et conscience des attentes et qui augmentent en termes d'attention. Notamment, il y a une initiative qui a été mise en place collectivement avec tous les donneurs d'ordre et le GIFAS, qui est une initiative qui s'appelle Aéroexcellence en termes d'évaluation de l'ensemble des niveaux de performance en excellence opérationnelle et cyber et également maturité environnementale. Donc là, on incite l'ensemble des acteurs de la filière à se positionner, à s'inscrire dans cette démarche d'évaluation de façon à définir leur propre feuille de route pour monter en maturité. Et ça va nécessiter des ressources, ça va nécessiter alors humaines, financières, des investissements. La bonne chose, c'est qu'il y a une bonne cohérence et une bonne cohésion et une coopération avec également nos homologues allemands, nos homologues anglais. Donc c'est un système qui va impacter l'ensemble de la supply chain européenne. Donc ça, c'est extrêmement nouveau et ça se fait avec vraiment un alignement parfait entre Airbus, Safran, Thales et MBDA et tous les acteurs de la filière, beaucoup d'ETI qui sont également embarqués dans cette démarche-là. Et donc ça permettra effectivement de remonter en compétitivité, d'avoir plus de fluidité dans l'intégration de prévision et puis de s'adapter à un monde qui, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume Faury, est beaucoup plus agile et exigeant. Donc, et ça, c'est un enjeu
pour également les nouveaux programmes. Donc sur le futur SMR, après 2030, il y aura des montants en cadence qui seront extrêmement fortes. Donc toutes les entreprises qui n'auront pas ce niveau de maturité minimum en excellence opérationnelle, en cyber, en digitalisation, seront confrontés à des difficultés. Donc il est important de le faire savoir maintenant. Donc c'est ce que nous faisons pour que chacun puisse définir sa propre feuille de route. Bernard, pour conclure en 1 minute, comment acquérir cette maturité qui permettra de passer cette crise? Alors moi, j'aurais pas répondu là-dessus, mais moi, je trouve qu'il y a un vrai espoir. Quand on regarde cette filière aérostructure, il y a des surcoûts partout. Des surcoûts visibles et des surcoûts cachés. Je veux dire, et ces surcoûts, ils sont énormes. C'est soit des personnels mobilisés par les donneurs d'ordre pour soutenir, de l'argent mobilisé par les uns pour soutenir les autres, de l'inefficacité à l'intérieur des opérations. Donc il y a énormément de sources de compétitivité future qui résident au sein de la filière, au sein des donneurs d'ordre, au sein des équipementiers de rang 1, au sein des équipementiers de rang 2. Il faut pouvoir mobiliser ça pour redonner de la profitabilité à l'ensemble de la filière et sortir gagnant-gagnant parce que, comme on le disait tous, l'industrie a besoin d'une filière aérostructure forte, attractive, qui attire des talents, qui attire des capitaux et qui drive l'innovation de demain. Merci Ben, merci au GIFAS d'avoir apporté ces éléments d'un sujet très tendu, et nous allons passer la parole au débat suivant. Merci à vous. Merci.